Bienvenue en Islande. Située dans l'océan Atlantique, à la frontière du cercle polaire, l'Islande est une île de tout juste 100 000 m². Terre de glace et de feu, plus de 10% de l'île est composée de glaciers et sa localisation sur la dorsale médio-atlantique explique son activité volcanique intense. Le pays abrite seulement 364 000 habitants. À titre de comparaison, ça représente à peu près la population de la ville de Nice. Bon, par contre, le climat, c'est un chouïa plus froid que Nice, on vous prévient. Et pour l'anecdote, il y a même plus de moutons en Islande que d'humains. Ok, j'y vais. Ouais, d'ailleurs, essayez d'aller dans un restaurant islandais en étant végétarien, vous verrez que c'est compliqué de trouver un plat qui ne contient pas du mouton. C'est au 9e siècle que l'île est explorée par les Vikings, qui décident de la nommer Snæland, c'est-à-dire le pays de neige. Quelques années plus tard, un autre viking surnommé Floki au corbeau. Hein? Floki au corbeau? Mais c'est quoi ce nom complètement claqué au sol? Bref, Floki au corbeau explore l'île et suggère alors de la renommer Islande, soit pays de glace. Ah pétard, on se caille le cul ici, c'est pas de la neige, c'est de la glace. L'Islande est un pays relativement jeune, avec une histoire et une culture riche. Alors on vous encourage vraiment à aller à la rencontre de ce pays et de ses habitants au-delà des beaux paysages. Reykjavik est la capitale la plus septentrionale du monde. Ah ouais, tu utilises des mots compliqués là? Ça veut dire que c'est la capitale la plus au nord en gros. Ok. Vous pourrez y trouver le musée le plus étrange du monde, le musée du pénis. Ouais, c'est pas une blague, c'est un musée avec plein, mais vraiment plein, de spécimens masculins ayant appartenu à différentes espèces. Ici, vous avez un très bel exemple de ma personne qui pose devant un spécimen d'éléphant. La ville de Reykjavik rassemble 50% de la population islandaise. Vous comprendrez donc pourquoi dès qu'on s'éloigne un peu, tout de suite, il n'y a plus grand monde. Pour la petite histoire, une fois on a failli se retrouver en panne d'essence sur une route et on peut vous dire que pendant les 2 heures où on roulait à 30 km/h, on n'a littéralement croisé personne. Dans cette vidéo introductive de l'Islande, on vous propose de découvrir la géographie du territoire et ses défis, notre itinéraire, nos lieux coup de cœur, et aussi des informations pratiques concernant le transport sur place, le logement, tout ça. L'Islande est généralement divisée en 5 régions. Le sud-ouest est ce qu'on appelle le cercle d'or, c'est le parcours le plus touristique de l'île. Si vous aimez les cartes de touristes américains et payez 10 balles votre parking, c'est the place to be. Plus sérieusement, on y retrouve les incontournables de l'Islande comme les thermes du Blue Lagoon, la plage de sable noir, les geysers et Gullfoss. C'est dans cette région que se trouve le volcan en éruption de Fagradalsfjall. Aujourd'hui, il est éteint, mais il faut savoir que les géologues affirment que le 21e siècle sera un siècle à multiples éruptions pour l'Islande. En gros, ça veut dire qu'il y a de nombreux autres volcans dont on attend les éruptions dans les prochaines décennies, donc qui sait, peut-être que vous aussi vous en serez témoin. L'ouest est une partie de l'île bien moins fréquentée, seulement 10% des touristes s'y rendent. Le point fort de cette partie de l'Islande est le canyon de Glæmur. Pour y arriver, vous devrez randonner 2 bonnes heures et traverser une rivière qui fera ressortir l'aventurier Koh Lanta qui est en vous. Les fjords de l'Ouest, c'est la partie nord-ouest de l'île qui abrite les falaises de Lathrabjarg où vivent les macareux, ces oiseaux ultra mignons. Ce qu'il faut vraiment voir là-bas, c'est la réserve naturelle de Hornstrandir qui abrite le célèbre renard arctique noir, espèce protégée et endémique en Islande. Le seul moyen d'y accéder, cependant, c'est de prendre un bateau qui coûte environ 100 balles l'aller, du coup vous comprendrez pourquoi on n'y est pas allé. Le nord, c'est la partie de l'Islande la plus proche du cercle polaire. Depuis la ville de Húsavík, vous pouvez d'ailleurs monter à bord de bateaux pour observer les baleines. C'est aussi la région qui abrite d'incroyables chutes d'eau, dont la plus grande chute d'Europe, Dettifoss, qui est juste impressionnante.
L'Est, tout comme le Nord et l'Ouest du pays, est très peu fréquenté par les touristes. De notre côté, on y est juste passé sans s'y arrêter. Le Sud-Est est principalement fréquenté pour visiter la très touristique Lagune Glaciaire, paradis des Américains, des énormes bus 4x4 de tourisme, une sorte d'accolade de glace. Pour être honnête avec vous, on n'a pas du tout apprécié la Disneylandisation du lieu et les très faibles efforts mis en place pour préserver ce bijou de la nature qui est en train d'être détruit progressivement par le tourisme de masse. On a adoré le canyon de Moulaguiofour, à 2 pas de la lagune glaciaire, mais bien moins touristique. C'est un lieu protégé, aussi il est recommandé de ne pas sortir du sentier indiqué pour éviter d'abîmer la flore de ce lieu. Enfin, les hautes terres sont le centre géographique d'Islande, espace extrêmement vaste. Il n'est accessible que de mai à octobre. Le reste de l'année, les conditions météo ne permettent pas d'y circuler. Ces routes étant difficiles, vous ne pouvez y accéder qu'en 4x4, autrement dit, ce sont des lieux qui se méritent, mais qui selon nous valent vraiment le détour. Parmi nos coups de cœur, on y retrouve les montagnes du Landmannalaugar. C'est un lieu dans les hautes terres, uniquement accessible en voiture ou en bus 4x4. Vous pouvez camper sur place ou dormir dans le refuge et vous balader des heures dans les montagnes environnantes. Le cratère d'Askia est se baigner dans son eau sulfurisée. Ce sont de longues heures de route au départ du camping de Modrugal qui vous attendent pour atteindre Askia. Vous avancerez seul au monde au milieu de ces paysages lunaires. Attention cependant, la route comprend une belle rivière à traverser, d'où la nécessité d'un bon 4x4. Pour l'anecdote, c'était la première vraie route dans les hautes terres qu'on a prise et donc on faisait super attention, on allait doucement et finalement on a mis 4 heures pour atteindre le cratère alors que Google Maps nous affichait 2 heures de route, donc n'hésitez pas à décoller tôt le matin. Kerlingarfjall, c'est la plus grande centrale géothermique du pays. Laissez l'odeur de côté et émerveillez-vous devant ces montagnes pourpres et fumantes. Comme on est parti presque 3 semaines en Islande, on a décidé de faire un grand tour et même si on a bouffé beaucoup de kilomètres, ça valait vraiment le coup. Pour notre voyage, on a réalisé une carte Google avec tous les lieux qu'on a visités, les endroits où on a dormi et même nos supermarchés préférés. Le lien dans la description de la vidéo, n'hésitez pas à y faire un tour pour vous inspirer et construire votre propre itinéraire. Enfin, la partie moins fun, néanmoins très importante, c'est combien ça coûte 3 semaines en Islande. Pour réaliser ce magnifique itinéraire, nous avons loué un petit 4x4, le moins cher qu'on pouvait trouver pour être honnête, un 4x4 qui nous a d'ailleurs pas permis d'aller partout où on souhaitait, car certaines routes ne sont accessibles qu'avec des énormes 4x4 équipés d'un snorkel. La location d'un 4x4 n'est vraiment pas donnée, il faut compter minimum 500 € par semaine en réservant longtemps en avance. De notre côté, on a payé 1 200 € pour 2 semaines. C'était clairement la plus grosse dépense de notre voyage. L'Islande étant très chère, nous dormions principalement en camping en aménageant l'arrière du 4x4 en lit de place. En vrai, ça paraît un peu galérien comme système, mais c'était plutôt confortable et plus chaud qu'en dormant en tente. On vous conseille d'ailleurs d'amener de très bons sacs de couchage et des bouillottes pour dormir confortablement. On avait aussi mis des couvertures de survie sur l'intérieur des fenêtres pour conserver la chaleur du véhicule et avoir un peu plus d'intimité. Le camping coûte entre 10 et 15 € par personne et par nuit. Alors ? On n'attend pas Patrick ? Mais si vous vous procurez une camping card d'une valeur de 120 €, alors vous pourrez dormir en illimité dans tous les campings référencés sur la carte. Donc c'est vraiment une bonne affaire, surtout si vous restez plus d'1 semaine en camping en Islande. De notre côté, on a même réussi à la revendre à moitié prix à la fin de notre séjour à d'autres touristes français. Du coup, c'était vraiment rentable. Hello, I like money. À titre de comparaison, une chambre en Airbnb coûte minimum 80 € en saison haute en Islande. Pour tenir le coup face au froid, on a alterné plusieurs nuits de camping et des Airbnb de temps en temps. La vie quotidienne en Islande coûte très cher. Si vous voulez faire des économies, nous vous recommandons de faire vos courses et de cuisiner vous-même. À titre d'exemple, une pizza et une bière vont vous coûter 35 €. Autrement dit, on se faisait pas ce genre de repas tous les jours. Au total, en comptant les dépenses de transport avion inclus, de nourriture, d'activité, de logement, nous avons dépensé 1 800 € par personne. J'espère que cette vidéo assez générale sur l'Islande vous aura plu et vous aura donné un coup de pouce pour l'organisation de votre voyage. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sous la vidéo si ce contenu vous a été utile ou si vous avez des questions sur un aspect plus précis évoqué dans la vidéo. Bon voyage! Attends, on s'est pas présenté par contre. Ah ouais, on s'est pas présenté? Bah non. Bah du coup, moi c'est Laurent. Et moi c'est Manon. Bisous.